Des volcanologues grimpent vers la fournaise de deux des volcans les plus actifs du monde. C'est un peu inquiétant. C'est l'impact d'une éruption. À la rencontre des forces brutales de la nature. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Celles qui façonnent notre planète. Ce volcan peut avoir des éruptions violentes. C'est dangereux d'être au bord d'un cratère actif. C'est le théâtre du plus grand spectacle de la nature. L'Indonésie est surnommée la Terre de Feu, pour une bonne raison. Elle compte 147 volcans en activité. Deux d'entre eux, le Dukono et l'Ibu, sont parmi les volcans les plus actifs de la planète. Malgré cela, on ne les visite ou ne les photographie que rarement. C'est dû à leur localisation, aux confins d'un pays qui compte plus de 17 000 îles. Le volcanologue et photographe Tom Pfeiffer organise des randonnées et tient un site internet, le Volcano Discovery. Ce site est largement utilisé par les scientifiques du monde entier qui étudient les phénomènes volcaniques. Tom y mentionne régulièrement Dukono et Ibu, mais récemment, il a noté un changement dans leur comportement. Chaque volcan a son cycle. Dans certaines phases, il est plus actif, mais il reste possible de l'approcher et observer les éruptions. Si Tom veut voir ces deux volcans, c'est maintenant. Ils sont difficiles à atteindre. Un petit groupe de photographes s'est joint à Tom pour l'expédition. L'avion ne peut les emmener que jusqu'à l'île de Ternate. C'est 3 escales sur plusieurs jours. De là, Tom a réservé un bateau qui le conduira sur Halmahera, où se trouvent les deux volcans. Andy Susanto les y retrouve. C'est le directeur des opérations de Tom en Indonésie, un spécialiste des volcans de l'archipel. Il a probablement passé plus de temps sur un volcan en activité que n'importe qui d'autre au monde. C'est aussi l'un des rares à avoir escaladé Dukono et Ibu. La traversée entre Ternate et Halmahera prend 1 heure. Ils espèrent pouvoir escalader les deux volcans au moment des éruptions, mais ce n'est pas certain. Les risques seront soigneusement calculés. Tom et Andy commencent par demander aux autorités locales l'autorisation de grimper. On est à l'observatoire du mont Dukono. Chaque volcan actif en Indonésie en a au moins un. On espère qu'un volcanologue va pouvoir nous dire ce à quoi nous devons nous attendre. Et on signalera notre escalade. Il y a 3 équipes qui travaillent ici. Chaque poste d'observation rend compte matin et soir des activités sismiques auprès du Centre d'observation volcanologique d'Indonésie. Le volcan est surveillé par des sismomètres. Ces machines placées sur le volcan enregistrent la moindre secousse qui indiquerait un mouvement du plasma dans le système ou une explosion. Les scientifiques tirent de nombreuses données de ces signaux. Ici, le schéma continu indique une production de cendres constante. En voyant les mesures, Tom et Andy constatent que Dukono est plus actif que les semaines précédentes. C'est d'hier, le 7 novembre.
Donc, les panaches et les dégagements de fumée sont récents. Et il y a 2 jours, c'était pareil. Et voilà, il y a 6 jours. Il y a des éruptions de cendres quotidiennement. Même si l'activité est plus intense, elle est plus prévisible et moins dangereuse. C'est une bonne nouvelle. Ils peuvent grimper. Ils commencent par acheter au marché local ce dont ils auront besoin. Le petit village de Tobelo est au pied de Dukono. 15 000 personnes environ y vivent et y travaillent. Ils gardent le volcan à l'œil. Elle dit qu'il y a 2 ans, quand le volcan était super actif, ils entendaient les grondements. Ils étaient prêts à évacuer. Les habitants ont peur du volcan. Tom trouve une échoppe qui vend des pierres et des minéraux. C'est une pierre volcanique joliment taillée. En tout cas, je pense. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est une pierre volcanique. C'est transparent et dur, un peu comme de l'obsidienne, mais c'est peut-être autre chose. Pour les locaux, le commerce des roches et des pierres semi-précieuses est une bonne source de revenus. Dans un pays sujet aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques, la géologie est enseignée à l'école. Elle englobe les roches et minéraux, ainsi que les volcans. Pour l'expédition, Andy a organisé la traversée d'une plantation de noix de coco. Le plus grand danger, là, ce serait de se prendre une branche. Ça m'est arrivé. On regarde quelque chose et on ne voit pas arriver la branche et boum. On pourrait imaginer que le volcan en activité ferait fuir les gens. Mais le Dukono est actif depuis 1933 et ne représente pas une grande menace pour le village. Les locaux sont habitués à vivre à l'ombre de ce volcan. Ici, la plantation de noix de coco est toujours opérationnelle. Mais les routes qui mènent à la zone dangereuse sont délaissées et se sont fortement abîmées avec la saison des pluies. Cela rend l'ascension vers le volcan très sportive. Le véhicule devra prendre de l'élan dans les passages difficiles, donc l'équipe monte à pied pour alléger la charge. Il reste du chemin à parcourir. Si le véhicule doit faire demi-tour, la petite balade qui les attendait va se transformer en véritable expédition qu'ils ne pourront pas mener à bien avant la nuit. Les camions ont réussi. Il est temps de continuer. Heureusement qu'il n'avait pas plu. Quand il pleut beaucoup, on ne peut pas passer ici. Leur chemin est hérissé d'obstacles, mais les conducteurs n'abandonnent pas. Ils ont atteint la limite carrossable. On a réussi. Enfin, les voitures. On finira les derniers kilomètres à pied. D'après Andy, ça représente 2 ou 3 heures assez faciles.
On est à 350 mètres d'altitude. On va tout empaqueter et commencer à grimper. Ils escaladent un volcan en activité, mais jusque-là, on dirait une ascension comme une autre. Ils ont prévu de rester 2 jours. Des porteurs s'occupent donc d'acheminer tentes et équipements. À mi-pente, ils ont une surprise. Un professeur et son groupe d'étudiants vont aussi observer le cratère. Ces jeunes sont les prochains géologues d'Indonésie. Certains travailleront sur les volcans du pays. Ici, ils observeront de près un volcan en activité. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent du volcan, la cendre recouvre ce qui les entoure. Enfin, leur première récompense. Une vue rapprochée de Dukono. Ils montent un camp à la limite de la zone dangereuse. Au-delà, le risque d'être touché augmente par ces roches venant d'une éruption. À force de se rendre sur les volcans, Tom a compris que même en respectant le danger et en étant attentif aux signaux, d'autres facteurs que les explosions peuvent menacer l'expédition. La foudre d'un simple orage manque le camp de justesse, au moment où les étudiants arrivent. La foudre vient de tomber d'on ne sait pas où. On n'a pas eu le temps d'avoir peur. En même temps, il y a eu un grand boom. Ça devait être à moins de 100 mètres. La pluie se met à tomber. Le camp est monté et Tom prend le temps de découvrir le volcan. C'est un superbe cône volcanique qui crache de la cendre en continu, comme l'avaient prévu les sismographes. En ce moment, de la cendre tombe du côté du panache soumis au vent. Parfois, on voit des lignes verticales sous les cendres. C'est un jeu d'ombre et de lumière sur un rideau de très fines particules sableuses qui s'échappent du panache. La cendre, emportée par le courant, finit par former des pentes douces au pied du volcan, y déposant les nutriments qui fertilisent les terres. Si on regarde du haut vers le bas, on remonte le temps. On peut y lire les différentes périodes d'activité du volcan. La strate noire montre une phase éruptive modérée, un peu comme maintenant. Si on regarde du haut vers le bas, on peut lire les différentes périodes d'activité du volcan. Ici, on voit de la pierre ponce. Il a dû y avoir des explosions très puissantes. Le magma frais, riche en gaz, a explosé et s'est transformé en pierre ponce. Je n'en connais pas l'épaisseur, mais typiquement, c'est un matériau de forme ovale qui s'est déposé dans le sens du vent. Quand ils reconstituent l'histoire d'un volcan, les volcanologues vont prélever des échantillons à différents endroits. En observant l'épaisseur des couches de cendres et de pierre ponce, ils calculent par extrapolation le volume de matière déposée. À partir de là, ils reconstituent l'histoire éruptive du volcan à des milliers d'années en arrière. Ce type d'information permet d'évaluer le danger immédiat et les retombées éventuelles de chaque éruption. Ils peuvent aussi rechercher des preuves de cataclysme et leurs signes avant-coureurs. Il faut savoir comment le volcan s'est comporté dans le passé pour tenter de prédire son évolution dans l'avenir. Il peut se comporter comme maintenant pendant des siècles, mais ce n'est pas toujours comme ça. Le groupe passera la nuit au camp, par sécurité. Avant de commencer l'ascension, ils prendront le temps d'observer Dukono et s'assurer qu'il se comporte conformément aux informations. Il est vital de connaître les dernières données sismiques. Mais ce n'est pas une garantie en soi.
il est possible que l'activité du volcan s'intensifie et devienne menaçante sans signe précurseur. Pour les porteurs, c'est un jour comme un autre. Avant de monter, il faut avoir bien soupesé les risques et les bénéfices. Dukono peut produire des explosions très puissantes qui projettent des bombes sur le pourtour du cratère et au-delà. Si vous êtes dessous, vous pouvez être mortellement touché. Ce n'est pas parfaitement sûr. Mais d'un autre côté, rester là quelques heures n'est pas plus risqué que d'avoir un accident de voiture. Surtout quand on voit comment les gens conduisent dans le coin. Le groupe va démarrer son ascension aux premières heures du jour. En attendant, ils s'arrêtent pour dîner. C'est l'occasion pour leur guide Andy de déployer d'autres talents. Je cuisine ce qu'on appelle en Indonésie kakangkung. Kakangkung voulant dire épinardeau. C'est facile à faire. C'est très parfumé et vraiment délicieux. Après le dîner, le groupe prend le temps de se détendre avant l'ascension qui prendra moins d'1 heure. Ils se mettent en route à l'aube et atteignent le sommet avant le lever du soleil. Ils se tiennent au-dessus du cratère en activité qui crache de la cendre sans discontinuer. Le volcan continue de cracher de la cendre comme il le fait depuis des semaines. Au cœur du cratère, on entend les mécanismes de notre Terre à l'œuvre. Le panache a l'air plus dense, plus actif. Le grondement vient de la projection de cendres et du bruit des pierres qui retombent. C'est un volcan très actif. Il est en éruption depuis des décennies. Le bruit fait penser à de la grêle, un lourd orage de grêle pendant une tempête. J'imagine que les gaz vont provoquer un jet de cendres et de caillasses. On ne les voit pas, mais on entend très bien retomber les petits cailloux. Et ces bruits-là, ce sont des éclairs, pas des explosions. Les scientifiques ne comprennent pas parfaitement bien la raison des éclairs. On pense qu'ils sont dus aux particules de cendre qui, en se frottant, créent de l'électricité statique. Quand le panache s'élève, la convection à l'intérieur sépare les masses au pôle contraire. Si la charge est assez puissante, elle peut laisser un chemin d'air ionisé, conducteur d'électricité, qui formera un éclair. De longs panaches de cendres peuvent générer de grands éclairs. Ici, cela se produit à petite échelle, dans la partie la plus dense du panache. Les éclairs de volcan peuvent être dangereux. Au cours d'une éruption du Paricutín au Mexique, 3 personnes ont été tuées par un éclair provoqué par le nuage de cendres. Les apprentis géologues arrivent sur le cratère pour suivre leur cours sur les volcans en activité. Ici, ils ont un accès direct aux forces qui façonnent leur pays. Je pense qu'ici, c'est à peu près sûr. On n'est jamais certain quand on est au bord d'un cratère. Mais je n'ai pas vu d'impact d'éruption récent. En fait, je n'en ai jamais vu dans cette zone. Normalement, il ne devrait pas y avoir de projection tant qu'on est là.
Mais ce volcan est capable d'éruptions violentes, qu'on appelle des explosions vulcaniennes. Ces dernières années, des colonnes de cendres hautes de plusieurs kilomètres ont été signalées. Cela traduit une activité explosive 10 fois supérieure à maintenant, et plus probablement des éruptions isolées. Quand le bouchon se forme dans la cheminée, qui là a l'air d'être assez ouverte, il l'obstrue, faisant monter la pression qui finira par être relâchée dans une énorme explosion de type vulcanien. Dans ce cas, on sera en danger ici. Depuis le bord du cratère, la vue sur le Dukono est spectaculaire. Mais regarder aux alentours est aussi impressionnant. Ce cône est presque entièrement composé de dépôts de cendres. Quand il pleut, la matière se ravine et crée un paysage d'un autre monde. Ce processus témoigne de l'intense activité du Dukono. Le Dukono est l'un des 4 ou 5 volcans les plus actifs d'Indonésie, qui est un pays à forte activité volcanique. C'est même le premier en termes de volcans actifs. Comme le Dukono est le 4e ou le 5e ici, il doit être dans les 20 premiers mondiaux. Le type d'éruption volcanique dépend de plusieurs facteurs. Parmi eux, on trouve le volume de magma en réserve sous le volcan, la quantité de gaz volatile contenu dans le magma et le type de magma. Certains magmas forment des rivières et recouvrent la Terre. D'autres explosent brutalement en projetant des cendres et des blocs de lave en l'air. Depuis ces 80 dernières années, le Dukono a produit plutôt des éruptions de cendres et des coulées de lave occasionnelles. Alors même si c'est un volcan très actif, il n'a eu que peu d'impact sur les populations qui habitent tout près. Et pour l'instant, il n'est pas menaçant. Son voisin, le mont Ibu, à 1 heure de route vers l'ouest, est d'un autre genre. C'est un petit volcan au tempérament explosif. Il rejette de l'andésite, une lave très collante qui s'accumule au sommet de ce que l'on appelle le dôme de lave. Ces dômes peuvent s'écrouler en formant une avalanche brûlante, appelée nuée ardente. Ici, le volcan surplombe le village de Talen. On va commencer par aller à l'observatoire local pour s'informer des conditions et pour les prévenir de notre ascension. Tout le monde doit s'enregistrer. Et j'espère qu'ils nous donneront une sorte d'autorisation. Généralement, les observatoires sont équipés d'une cuisine, de chambres, car ils sont ouverts 24 heures sur 24. Sur le cratère, on voit un dôme de lave qui s'accumule depuis plusieurs années. Il pourrait générer une nuée ardente qui dévalerait les pentes et menacerait le village. Tom et Andy veulent consulter les données pour voir quand la dernière séquence éruptive a eu lieu. Ce que vous voyez précise que le volcan est actif depuis 2012. Et cela indique aussi que le niveau est de 2. Cela signifie qu'il y a de l'activité, mais à niveau stable. Si un volcan montre des signes croissants d'activité qui pourraient conduire à une éruption plus puissante, il sera classé de niveau 3 et il faudra évacuer. Chacune de ces marques représente une éruption. Ces graphiques montrent que le volcan est très actif. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 50 éruptions. Il y a des explosions et les bombes peuvent être projetées jusqu'à 900 mètres. Ils avaient l'intention d'aller au cœur du cratère actif. Oui. On va quand même grimper, mais on va vérifier si ce n'est pas trop dangereux. Sous leurs yeux, le sismographe enregistre une éruption. On voit une explosion qui vient de se produire. Regardez le panache. Oui, c'est une belle explosion.
De plus près, ça doit être très impressionnant. C'est pour ça que les gars sont là pour surveiller. Et si la situation évolue, je suppose que le gouvernement devra prendre des mesures. Mais ça peut être dans 100 ans, ou l'année prochaine, ou dans 1000 ans. En attendant, la vie continue. Le village de Duono est à 30 minutes en voiture de l'observatoire. C'est le portail d'accès à Hibu, c'est aussi l'endroit le plus exposé en cas d'éruption. Le village est situé au pied d'une ravine géante. La moindre coulée de lave descendrait droit sur le village. Il y a 2 ans environ, quand Hibu est sorti d'une brève torpeur, le village fut évacué. Mais l'activité du volcan s'est stabilisée et la population est revenue. Malgré cela, les visiteurs sont rares et Duono n'a même pas d'hôtel. Ils n'ont pas vu beaucoup de touristes ici. C'est loin, presque personne ne vient. Quelques Occidentaux par an, tout au plus. Sans hôtel, Andy doit improviser pour l'hébergement. Là, c'est la maison du Kardesh, le chef du village. C'est important pour nous. On va camper ici ce soir. On dormira par terre. On commencera l'ascension de l'Hibu demain matin. Avec la pluie qui tombe, le groupe n'observera pas d'éruption cette nuit. Tom voulait voir si le volcan projetait des pierres de lave, appelées bombes, sur le pourtour du cratère. Elles sont visibles la nuit. Au matin, il pleut toujours, et la météo n'annonce pas d'amélioration pour la journée. On n'est pas sûr à 100% qu'on pourra aller jusqu'au cratère. Ça dépendra de l'activité. Le dôme de lave produit de fréquentes explosions. Donc, en montant, il faudra qu'on regarde si les impacts sont récents. Si c'est le cas, il serait déraisonnable de continuer. Tom craint aussi la couverture nuageuse. S'il n'y a pas de visibilité, ce n'est pas la peine d'aller au cratère. Et ça augmente les risques d'être surpris par une explosion, parce qu'on ne voit rien. Donc ça n'a pas d'intérêt d'être là-haut. On ira jusqu'au cratère qu'en cas de bonne visibilité. Malgré la météo, Tom et Andy décident d'entamer l'ascension dans l'espoir que le temps s'améliorera avant qu'ils atteignent le cratère. Même si le groupe a obtenu le feu vert, les autorités hésitaient à les laisser monter, inquiets du regain d'activité du volcan. Ils ont cédé à cause de la réputation et de l'expérience de Tom. Mais ils ont exigé que l'équipe soit accompagnée d'Arnold, le gardien spirituel du volcan. C'est un grand honneur qui leur est fait. Une chose que Tom a appris de ses expéditions sur les volcans, c'est l'importance d'avoir un guide local. C'est le chef du volcan, l'homme qui connaît le mieux le mont Hibu. J'ai pensé qu'un bâton serait utile et je lui ai demandé. C'est sympa, tout le monde va en vouloir un. Ce chemin n'a pas dû être emprunté récemment. Donc Arnold, notre guide, doit utiliser sa machette pour nous ouvrir la route. Andy est probablement la dernière personne à avoir escaladé le volcan en 6 mois. Il est venu repérer les lieux. Tom compte sur son expérience et celle d'Arnold. Un défi. C'est de la cendre volcanique. Parfois, quand le vent souffle dans ce sens et qu'il y a une éruption, de la cendre se dépose ici. À la saison sèche, elle recouvre les feuilles.
Avec les premières pluies, la forêt se nettoie. C'est arrivé cette nuit. Donc j'imagine que plus on va s'approcher du cratère, plus il y en aura. Ils sont aussi tombés sur la station qui envoie les données sismiques à l'observatoire volcanique. Là, ils doivent nous entendre passer. L'instrument va enregistrer nos pas. Ils entrent dans la zone à haut risque, où l'on peut voir les fragments de roches projetés par le volcan lors des éruptions. C'est un peu inquiétant. C'est l'impact d'une explosion. Il y a beaucoup de fragments ici. Et voilà un des plus gros. Il chute à grande vitesse, 100 mètres par seconde et avec beaucoup d'énergie. Quand il tombe sur un sol mou, ça donne ces petits cratères. Ça vous couperait en deux. On est à 1 kilomètre du cratère, donc dans le rayon d'impact des éruptions modérées. Rien d'inhabituel. Il ne faut pas se laisser tromper par la végétation luxuriante. On est dans une zone à haut risque, même à très haut risque. Arnold explique à Tom que l'impact date de 2 ans. Si c'était plus récent, on verrait des éclats sur la végétation. Ils sont à 30 minutes du cratère et devraient voir plus de fragments. Voilà une autre bombe sur le chemin. De toute évidence, plus on se rapproche du dôme, plus il faut s'attendre à en voir. J'espère juste qu'elles ne sont pas tombées récemment. Elle n'est pas tombée juste là, mais plutôt par là. C'est difficile de voir. C'est peut-être celle-là ou une autre. C'est probablement la même. Elle est peut-être tombée là. Elle est fichée dans le sol. On approche du cratère, c'est sûr. D'après mon expérience, je pense qu'on peut aller jusqu'au cratère. Et si on se fie au sismographe. Je ne suis jamais venu sur ce volcan, mais je recommande de s'en approcher doucement. On est monté très vite et pour l'instant, le bord du cratère est dans le brouillard. Donc ça ne représente pas d'intérêt d'y aller. En plus, on prendrait des risques. Désolé d'en parler. Ici, on a une plus grande marge de sécurité. On peut rester là une demi-heure, se reposer. J'ai entendu le bruit sourd d'une explosion. Si on reste un peu ici, peut-être qu'on en entendra une autre et qu'on arrivera alors à évaluer le niveau d'activité du volcan. Je détesterais qu'on soit sur le bord du cratère et qu'on soit surpris par une explosion. Arnold et Andy ne partagent pas l'opinion de Tom, mais c'est lui qui décide. Le bord du cratère est à la distance d'un terrain de foot du cratère lui-même. Il n'y a pas de marge d'erreur sur ce volcan. Après 30 minutes sans éruption, ils décident de continuer. C'était une explosion. Bon, pas de bombe. C'est encourageant. Mais on se rapproche. On est peut-être à 150 mètres sous le cratère. Intéressant. Tom atteint le bord du cratère. Les nuages sont si épais qu'ils ne voient pas à quelle distance se trouve la cheminée active. Ils attendent l'éruption suivante et guettent la chute de pierre. La coulée doit passer par là.
J'ai essayé d'aller voir plus loin pour mesurer sa longueur. Les porteurs commencent à monter le camp en attendant le reste du groupe. Dans la brume, ils entendent le bruit d'un dégazage violent, suivi par une éruption. D'après le bruit, ils savent que les bombes ne tomberont pas sur leur camp. Cela signifie que l'emplacement est bon. Les porteurs reprennent la construction d'un abri au cas où il pleuvrait de nouveau. Tom récupère 2 arbres morts pour servir de pieux. Après un moment, les nuages se dissipent et il voit pour la première fois les cheminées actives du volcan. C'est dangereusement près. Ce volcan n'est pas pour les âmes sensibles. C'est le cratère du volcan Hibu. Et cette masse grisâtre de lave qui occupe l'essentiel du cratère, c'est son dôme de lave récent. Au centre, un petit cône de scorie actif. C'est une petite éruption de la cheminée la plus éloignée. Elle ne produit que de la cendre mêlée à de la vapeur. Celle-là ne projette pas de bombes. Ils doivent observer les éruptions des 2 autres cheminées avant de savoir s'ils sont en sécurité. Pour l'instant, je pense qu'on est dans une phase de petites éruptions successives. Je suppose donc qu'on est plutôt en sécurité ici. Pour un temps limité, bien sûr. Mais on voit que les arbres ont perdu leurs plus petites branches. Ils meurent toujours après les impacts. Il ne reste que les troncs et les branches maîtresses. Les volcans situés dans les zones de subduction produisent une lave plus riche en silice. Donc elle est assez visqueuse. Elle ne s'écoule pas. Elle ne se comporte pas comme la lave à Hawaï, par exemple, qui s'écoule en canaux, comme un liquide. Ici, ces dernières années, la lave s'est accumulée sur les cheminées et a formé une large structure en forme de gâteau, le dôme de lave. Elle est trop solide pour s'écouler et donc elle finit par former une grosse masse obstructive. Ce type d'éruption est très dangereux, car la grande viscosité de la lave piège les gaz qui peuvent provoquer de très grosses explosions. Ces images ont été prises par Andy sur le volcan Semeru, à Java. C'est un dôme de lave en action. Quand la pression monte à l'intérieur, la structure s'élève et le dôme gonfle. Si la pression est trop forte, le dôme peut exploser soudainement. Sur le hibou, la cheminée de gauche se met à dégazer violemment. Le son rappelle celui que le groupe a entendu en arrivant sur le cratère, juste avant la première explosion. Le gaz indique que c'est un petit dôme de lave. Comme sur le Semeru, les gaz sont piégés sous la croûte du magma. Quand la pression montera, la cheminée explosera en projetant sûrement des bombes.
elle crache des jets de cendres. Je crois que c'est une éruption phréato-magmatique. L'eau contenue dans le sol interagit avec le magma et produit une explosion. Alors qu'il devient vapeur, le gaz soudainement en expansion suffit à souffler la roche, la fragmentant en petits éclats qui retombent sur le cratère et forment un petit cône. Ils attendent l'éruption du troisième cratère. On voit l'explosion en détail. L'explosion pulvérise le dôme en propulsant des morceaux de lave à une vitesse supersonique. Heureusement, pas vers le groupe. Le cratère interne est bombardé d'éclats de roche. C'est ce type d'explosion, mais à plus grande échelle, qui ont produit les points d'impact vus par Tom lors de l'ascension. Les volcans réservent toujours des surprises. Je ne m'attendais pas à cette éruption strombolienne, ni à cette éruption où des bombes incandescentes sont projetées à 100, voire 200 mètres de haut. Et ces impacts qui ricochent sur les parois du cratère, c'est une atmosphère absolument irréelle. Le gaz bleuté indique que c'est du magma frais. La même cheminée émet une coulée de lave de couleur brune. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, on aperçoit la faible lueur de la lave. La nuit, l'éruption prend un tout autre aspect. Les cratères crachent des blocs de lave incandescents. Ça a été une super expérience. On a vu un autre des 5 volcans les plus actifs d'Indonésie. Chacun d'eux a sa propre personnalité. Ici, c'est complètement différent que sur Dukono, mais c'est aussi remarquable. Pour moi, c'est le plus beau décor du monde. C'est aussi la plus belle expérience. Et l'ascension est difficile, mais on est récompensé par un spectacle magnifique. C'est une autre formidable expérience pour Tom. Mais s'approcher si près du cratère d'Ibu n'est pas donné à tout le monde. Son éloignement géographique, qui le rend difficile d'accès, et le risque d'une éruption majeure tiennent les gens à distance. Mais pour Tom,
Observer Ibu et Dukono et étudier les témoignages géologiques qu'ils ont laissés est une partie importante de son travail de volcanologue. Ibu et Dukono sont parmi les 10 ou 20 volcans les plus actifs de la planète. Ils sont la partie visible des forces élémentaires qui continuent de façonner et refaçonner les îles volcaniques d'Indonésie.